Dernière partie de l'Africa Newsroom. Merci si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours en compagnie d'Adama Coulibaly, professeur de philosophie, et Jean-Pierre Dognon, doctorant en musicologie. On passe tout de suite à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la lutte contre le paludisme. Le paludisme, la maladie cause chaque année le décès de 400 000 personnes à travers le monde. L'Afrique concentre 90% des cas mortels, mais depuis 15 ans, l'incidence du paludisme est en baisse constante, 41% selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais malgré ce recul, cette maladie infectieuse est encore loin d'être éradiquée. Illustration en Ouganda où le paludisme est toujours aussi dévastateur. C'est un sujet signé Corinne Kamzefem. Démocratiser le diagnostic du paludisme, c'est le défi que s'est lancé Brian Gita, un jeune ingénieur logiciel ougandais de 24 ans. Son kit dénommé Centre médical ou Matibabu en Swahili permet de détecter le paludisme à l'aide d'un faisceau de lumière orienté sur le doigt du patient et qui détecte les changements dans la forme, la couleur et la concentration des globules rouges qui sont affectés par le paludisme. Avec Matibabu, aucune expertise n'est requise, d'autant plus qu'on ne prélève pas de sang. Le patient reste immobile et insère son doigt dans cet appareil, puis l'appareil est démarré soit avec le téléphone ou l'ordinateur portable connecté. Tout en restant immobile pendant 2 minutes, le patient laisse son doigt dans la courbure de l'appareil et après l'échantillonnage, les résultats sont envoyés à l'ordinateur portable ou au téléphone pour montrer si vous avez le paludisme ou non. Selon le ministère ougandais de la Santé publique, le pays a l'un des taux les plus élevés de paludisme, avec en moyenne 16 millions de cas enregistrés chaque année. Le kit Matibabu veut remplacer les méthodes traditionnelles de dépistage du paludisme. Et face à la réserve des professionnels de la santé, Brian Gita rassure. Quand on regarde les tests médicaux, on parle de sensibilité et de spécificité. La sensibilité représente la probabilité de ce test de détecter une personne atteinte de paludisme. Nous voulons généralement viser au-dessus de 95%. Les développeurs parlent de 80%. La deuxième question est celle de la spécificité. Que se passe-t-il si j'ai une autre infection? Ce test sera-t-il également positif si quelque chose d'autre se produit dans mes globules sanguins? Il est possible de détecter au-delà du paludisme des types d'anémie falciforme et d'autres déficiences qui affectent les globules rouges. Donc l'objectif global pour nous est de produire des solutions qui aident les communautés ou les gens dans les communautés à accéder aux soins de santé aussi vite que possible. Brian Gita est lauréat 2018 du prix africain de l'innovation en ingénierie avec son kit Matibabu. Une bouffée d'oxygène pour les membres de son équipe et lui qui poursuivent des recherches pour perfectionner et vulgariser leur kit médical. Alors, une recherche scientifique autour de cette maladie qui avance et on le voit notamment au niveau du dépistage, notamment pour ce qui est de l'Ouganda avec ce kit mis en place par ces jeunes, ce kit Matibabu. Alors selon l'OMS et en dehors de l'Ouganda, 7 pays africains pourraient ne connaître aucun cas de paludisme au cours des prochaines années. On parle notamment de l'Algérie, le Botswana, le Cap-Vert, les Comores ou encore des pays comme l'Afrique du Sud. Comment généraliser les efforts qui ont été entrepris, qui sont encore entrepris dans ces pays au reste du continent? Adama Coulibaly. Je crois qu'il faut d'abord assainir le climat politique en Afrique en faisant en sorte que dans les pays où nous avons des prédateurs en place, il faut vraiment que les populations se mobilisent pour leur imposer d'appliquer ce qu'ils ont promis en général dans leur campagne. Ce qui n'est pas souvent le cas. Parce que comment comprendre que des pays puissent prendre véritablement en compte cette question de santé publique, qui est quand même une question vitale, puisque ça fait beaucoup de victimes, beaucoup de morts. C'est horrible, c'est criminel, lorsque un gouvernement ne prend pas ça en compte, alors qu'il y a les moyens, puisqu'il y a d'autres pays africains qui font ce travail-là. Et il est heureux de constater que des efforts sont faits par des Africains eux-mêmes, des efforts de recherche. On voit au Bénin, avant de revenir au Bénin, où il y a beaucoup l'artémisia,
est cultivé, même si, pour ce qui concerne les cas, par exemple, de la fondation Bill Gates, ils ont refusé, par exemple, ils disent qu'ils ne croient pas, monsieur Gates ne croit pas aux plantes, bon, ça c'est son problème, mais en tout cas, il y a des efforts qui sont faits un peu partout, beaucoup plus par les populations, malheureusement, et des ONG, que par les gouvernants. Et donc, dans les pays qui viennent d'être cités, il y a une réelle volonté quand même de prendre en compte au plan politique. Et donc, on met les budgets qu'il faut aussi pour la recherche. Pour en revenir à ce kit-là, je trouve que c'est vraiment une révolution en la matière et il faut féliciter cela, il faut encourager cela. C'est fait par des Africains en Afrique et ce n'est pas invasif et ça permet de détecter et s'il y a des cas compliqués, on peut aller un peu plus loin. Je pense en généralisant ça, avec d'autres précautions qui sont prises, parce qu'on nous a amené les moustiquaires imprégnés depuis de nombreuses années. Mais ça ne résout pas fondamentalement le problème. Ça réduit considérablement, ça c'est vrai. Mais ça arrange beaucoup les affaires de ceux qui fabriquent ces moustiquaires et surtout de ceux qui les vendent, les intermédiaires et tous les autres. Et souvent d'ailleurs on retrouve des gouvernants qui sont impliqués là-dedans dans les pays où on a l'impression que certains préfèrent que le paludisme prolifère parce que c'est un vrai business. Donc là-dessus, je crois qu'il faut que l'on soit très clair. Il faut que les politiques prennent ça vraiment en charge et que les populations qui sont victimes de ça se mobilisent pour dire non, on n'est pas d'accord. Parce que c'est possible, on le voit ailleurs. Et moi, je suis vraiment révolté quand ça ne va pas et très heureux quand il y a des efforts qui sont faits. Et Jean-Pierre. Oui, je vais vraiment commencer à saluer cette initiative de ce jeune ingénieur parce que pour un chercheur comme moi, puisque je suis doctorant, donc chercheur, je suis dans un laboratoire de recherche appelé PRISM, perception, représentation, image, son et musique. Mais dans ce laboratoire, il y a une sorte d'interdisciplinarité qui nous permet en fait de pouvoir voir les choses autrement. C'est-à-dire vous avez des anthropologues, vous avez des neurosciences, vous avez toutes sortes de catégories de scientifiques qui permettent en fait très vite de prendre en charge ce genre de talent. C'est-à-dire que j'en viens là justement, c'était dans mon laboratoire par exemple, c'est-à-dire que celui-ci sera pris encadré et on fera de lui une certaine... Il connaîtra une certaine ascension qui lui permettra de pouvoir mieux faire connaître son kit. C'est-à-dire quoi, nous avons un jeune qui vient d'innover. C'est une sorte d'innovation scientifique. Au Bénin, nous avons, je ne sais pas si, parlant d'interdisciplinarité, en faisant rapport à mon laboratoire de recherche PRISM, j'en viens en fait à ce Béninois, Valentin Agon, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a développé Happy Palu. Vous parliez tout à l'heure de l'assainissement du milieu politique. Je ne sais pas ce qu'il en est malheureusement dans les pays cités et pour que nous puissions, dans lesquels nous n'aurons plus de cas de paludisme. Il n'y a pas le Bénin. Alors que Happy Palu, en fait... Non, alors là, voilà, il y en a 7 au total. Bien sûr. On ne les a pas tous cités. Mais le Happy Palu, en fait, développé par Valentin Agon, c'est une révolution qui a été développée depuis plus de 10 ans, qui permet de guérir. C'est vrai que ce jeune Ougandais, il est dans la prévention, ce qui est très bien parce qu'avant de guérir, si on arrive à prévenir, évidemment, c'est une très bonne chose. Donc, moi, je pense que c'est une bonne invention qu'il faut saluer et qu'il faut en quelque sorte encourager en demandant qui est. Parce que comme cet Ougandais, il y a beaucoup d'autres jeunes africains qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire connaître leur recherche. Et pour un scientifique que je suis, je peux vous dire que ce n'est pas du tout facile d'émettre des hypothèses, de vérifier ces hypothèses et de pouvoir arriver à des conclusions qui permettent de pouvoir savoir que, bon, écoutez, on a un résultat. C'est toute une étape, c'est tout un processus et ce jeune mérite vraiment d'être salué, espérant que les politiciens ougandais puissent permettre en quelque sorte de favoriser son essor. Alors, vous soulevez justement la question de la recherche. Est-ce qu'il y a un désengagement des pouvoirs publics en Afrique en termes de recherche, notamment en ce qui concerne le paludisme? Je ne suis pas certain que ce soit véritablement un désengagement, parce qu'aucun pouvoir, aucun gouvernement n'est suffisamment fou pour dire non, ça ne m'intéresse pas. Mais maintenant, est-ce que concrètement, il y a une véritable coopération? Est-ce qu'il y a un véritable engagement dans cette recherche-là? C'est ça le problème. Pour ce qui concerne le Burkina, par exemple, en ce moment, il y a des recherches qui sont faites avec des laboratoires étrangers et avec l'OMS pour transformer génétiquement des moustiques mâles, justement. Donc ça, c'est des recherches qui sont très coûteuses,
Et peut-être que ça peut marcher. Ça, c'est dans le cadre justement de l'éradication du paludisme. Donc il y a des recherches qui sont faites, hein, même dans les pays où encore le paludisme sévit de manière catastrophique, oui, de manière endémique. Oui. Ouais. On peut même partir du cas général pour répondre à votre question. Moi, je suis à plein dans ce milieu-là de jeunes chercheurs, en quelque sorte, qui sont confrontés à certaines difficultés. La question pourrait être de savoir, est-ce que nos hommes politiques s'intéressent en fait à la science? Pour eux, est-ce que la science peut permettre de mieux développer notre continent de demain? La question reste sous-entendue parce que quand on sait aujourd'hui que c'est l'Institut français, ou du moins l'ambassade de France, qui finance les études ou les étudiants, chercheurs, il y a une question qui se pose. On peut se demander alors, c'est quoi la finalité? Parce que si nos hommes politiques ne sont pas capables de mettre en place des mécanismes qui permettent d'encourager des jeunes comme ce jeune ougandais, qui puissent développer aisément leurs recherches, qui puissent en fait se mettre à fond et à plein temps dans leurs recherches, évidemment que tu peux commencer et en cours de chemin, tu abandonnes. Donc, moi, je finirai par les oligarques du monde médical en espérant que ces oligarques, en fait, ne fassent pas d'handicap ou ne soient pas un frein à l'évolution de cette découverte. Parce qu'il y a eu un jeune scientifique qui a, dans une vidéo a circulé récemment sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu, qui a découvert en fait un médicament pour traiter le cancer de sein. Et nous savons aujourd'hui ce que c'est que le cancer de sein pour la femme. Mais ce jeune a vu son financement arrêté parce qu'on lui a demandé, écoute, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu mets en fait en danger notre système médical. Et le système médical, c'est quoi? C'est qu'on veut nous maintenir toujours sous l'emprise de certains médicaments parce que ça permet de développer l'économie de la médecine et autres. Ça, c'est d'autres domaines. Ça, c'est d'autres domaines. Non, en fait, c'est pour vous dire que les scientifiques sont confrontés à certains problèmes, évidemment, surtout ceux du monde de la médecine, parce que le monde de la médecine est un monde entièrement à part, qui comporte beaucoup de ligas. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de chemins en fait pour arriver à certaines choses, et il y a beaucoup de lobbies. Et quand tu n'es pas dans le lobbying, en fait, qu'il faut très vite ta recherche, ou du moins ta découverte, et tu passeras. Je n'avais pas terminé mon développement tout à l'heure lorsque notre jeune chercheur m'a interrompu. Il est passionné et j'ai précisé beaucoup. C'est la jeunesse africaine, c'est très bien. Alors, pour poursuivre ce que je disais tout à l'heure, je crois que c'est une question aussi des visions politiques à long terme. Souvent, les gens en Afrique sont élus, ils croient qu'ils sont dans des pays développés, où ils croient, et leur préoccupation, c'est tout de suite de faire comment dans 5 ans je vais faire pour me maintenir. Donc, ils n'ont pas de vision à long terme, et il faut une vision globale et à long terme, et une vision aussi de coopération avec les autres pays, puisque nous avons les mêmes soucis en matière de santé publique. De ce point de vue-là, s'il y a une vision à long terme, avec aussi la mise à contribution des scientifiques africains, puisque nous connaissons mieux ce secteur-là quand même que ceux qui nous financent parfois de l'extérieur. Et parfois, il ne faut pas grand-chose, il faut juste faire confiance à nos populations, à nos jeunes chercheurs, orienter correctement les formations, pour que nos ingénieurs puissent justement aller là où il y a les problèmes pour aboutir à ce genre de découverte qui, en fait, c'est pas vraiment la prévention, là, c'est comment dirais-je, la détection précoce de la maladie. Ça permet de traiter beaucoup plus efficacement. Mais la question de la prévention, c'est une question générale aussi. Il y a non seulement la recherche, par exemple, cette expérience sur OGM, sur les moustiques dont je parlais, c'est un exemple, mais il y a aussi la question de l'assainissement même de là où prolifère la nouvelle. Donc tout ça, c'est des questions de politique publique qui doivent être prises en compte par un gouvernement qui a une vision à long terme, qui met en place les dispositions qui peuvent donner des résultats au bout de 15-20 ans. Mais souvent, les gens ne voient que le bout de leur nez, ils vont aller mettre l'accent là où ils ont l'assurance
en tout cas l'espoir de se faire réélire rapidement, et puis ils s'en vont. Et là, c'est un vrai problème, et ce n'est pas du tout un comportement patriotique. Merci beaucoup. Fin de cette émission. Merci à tous les deux d'y avoir participé. Adama Coulibaly, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie. Jean-Pierre Donon, vous êtes écrivain, auteur de Désolé Madame, j'épouse mon portable aux éditions Monde Global. Merci beaucoup et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. À suivre le journal de la rédaction. Je vous retrouve demain. Bonsoir.